Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est disponible gratuitement sur le site fiscalité-uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur le fonctionnement du montant cumulatif des immobilisations admissibles requis afin de calculer adéquatement la DPA déductible relative aux immobilisations admissibles. À titre d'introduction, rappelons-nous que chacun des éléments traités dans la présente capsule vidéo, soit la déduction pour amortissement, la déduction de la perte finale, l'inclusion de la récupération d'amortissement ou l'inclusion de 50% du profit réalisé à la disposition, ont tous un impact sur le calcul du revenu d'entreprise et de biens. Le compte de montant cumulatif des immobilisations admissibles fonctionne de façon relativement similaire à celui de la FNAC, traité dans une capsule vidéo distincte. Plus précisément, pour une année donnée, le solde de MCIA débute avec le solde du MCIA à la fin de l'année d'imposition précédente. L'élément qui augmente le compte de MCIA dans l'année courante consiste aux acquisitions d'immobilisations admissibles, dans quel cas 3/4 du coût en capital des acquisitions vient augmenter le compte de MCIA. À l'inverse, les dispositions d'immobilisation admissibles survenues dans l'année ont comme effet de venir réduire le compte de MCIA d'un montant équivalent à 3/4 de leur produit de disposition. Ainsi, après avoir considéré toutes les acquisitions et toutes les dispositions survenues dans l'année, nous obtenons à la fin de l'année un solde appelé MCIA partiel. 3 possibilités peuvent survenir par rapport au MCIA partiel obtenu en fin d'année. D'une part, il est possible de prendre une déduction pour amortissement annuel de 7% sur le solde de MCIA de fin d'année, ou il est aussi possible dans certains cas de déduire l'entièreté du solde de MCIA partiel obtenu à la fin de l'année, appelée la déduction de la perte finale. Et finalement, dans le contexte où le MCIA partiel de fin d'année tombe négatif, cela engendre une inclusion dans le calcul du revenu d'entreprise appelée la récupération d'amortissement et peut-être aussi une autre inclusion dans le calcul du revenu d'entreprise constituée de 50% du profit ainsi réalisé. Chacun de ces éléments sera traité indépendamment. Débutons notre étude avec l'impact des acquisitions et des dispositions sur le compte de MCIA. Tel que déjà mentionné, le fonctionnement du compte MCIA est très similaire au fonctionnement du compte FNAC, traité dans une capsule vidéo distincte. Similaire à tel point qu'il est étrange de constater que le législateur a mis en place des règles différentes touchant les immobilisations admissibles traitées dans le présent sujet. Puisque, en finalité, la résultante est très semblable à la résultante obtenue avec la FNAC, à savoir que les immobilisations admissibles sont amorties avec un taux d'amortissement dégressif. Prenons un instant pour illustrer les principales différences existant entre le fonctionnement du compte MCIA et celui du compte de FNAC. Tout d'abord, une entreprise détient un seul compte de MCIA dans lequel elle capitalise l'ensemble des immobilisations admissibles dont elle fait l'acquisition. Le compte de MCIA est toujours amorti avec un taux d'amortissement dégressif de 7%. Lors de l'acquisition d'une immobilisation admissible, ce n'est pas l'entièreté du coût qui est capitalisé dans le compte MCIA, mais seulement 3/4 de son coût. Aussi, la règle du demi-taux applicable aux acquisitions dans le compte de FNAC ne s'applique pas aux acquisitions capitalisées dans le compte MCIA. Quant aux dispositions, le compte MCIA doit être retranché d'un montant équivalent à 3/4 du produit de disposition obtenu, contrairement au compte de FNAC dans lesquels il faut retrancher le moindre du coût ou du produit de disposition. Finalement, lors de la disposition à profit d'une immobilisation admissible, le profit, qui doit être imposé avec une fraction de 50%, est considéré comme du revenu d'entreprise. C'est donc dire qu'il n'y a pas de calcul de gain ou perte en capital parallèle qui se déclenche lors de la disposition d'une immobilisation admissible, comme c'est le cas dans le compte de FNAC.
L'entièreté des calculs se font exclusivement dans le compte de MCIA et un équivalent de gain en capital imposable, de même montant, est aussi imposable, mais de nature revenu d'entreprise. Tout d'abord, concernant l'acquisition des immobilisations admissibles, telles que mentionnées à plusieurs reprises, lorsqu'un contribuable fait une telle acquisition, il doit inclure dans le compte MCIA 3/4 du coût d'acquisition qu'il a payé. C'est donc dire qu'un quart du coût payé, n'étant pas capitalisé dans le compte de MCIA, ne pourra jamais être déduit à titre de déduction pour amortissement. Les principales immobilisations admissibles existantes et pouvant être acquises sont les suivantes. On les remarque par le fait qu'ils ont une chose en commun. Les immobilisations admissibles consistent en des actifs intangibles, c'est donc dire des actifs qui sont incorporels, tels le paiement effectué pour l'acquisition d'un achalandage, l'acquisition d'un quota de production, les frais encourus par une société et qui sont relatifs à sa création, à sa constitution, ou qui sont relatifs à une réorganisation de son capital action, ou qui sont relatifs à une fusion avec une autre société ou à une liquidation d'une filiale dans la société mère. Tous ces frais ayant comme point en commun qu'ils touchent le capital action d'une société. Et finalement, on retrouve aussi dans le compte MCIA l'acquisition de certains contrats de concession, de franchise, de permis et de licences qui sont à durée illimitée. Dans le même esprit, lorsqu'une immobilisation admissible est disposée dans l'année, c'est tout simplement 3/4 du produit de disposition ainsi obtenu qui doit être retranché du compte de MCIA. Aussi, il est important de se souvenir qu'il n'y a aucun calcul de gain ou perte en capital qui ne doit être effectué lors de la disposition d'une immobilisation admissible. Poursuivons l'étude du présent sujet en isolant maintenant la DPA déductible dans l'année ainsi que la perte finale déductible dans l'année. Les règles d'amortissement en vigueur concernant les immobilisations admissibles capitalisées dans le présent compte MCIA sont relativement similaires aux règles d'amortissement touchant les biens amortissables qui sont capitalisés dans le compte de FNAC. Essentiellement, pour ce qui est des immobilisations admissibles, un seul taux d'amortissement s'applique pour l'ensemble du compte MCIA, c'est-à-dire un taux d'amortissement dégressif de 7% par année. Aussi, dans un contexte d'exercice comprenant moins de 12 mois, la règle voulant que l'on doive fractionner tous les taux d'amortissement en vigueur s'applique aussi aux immobilisations admissibles. C'est donc dire que le taux de 7% sera réduit, sera fractionné dans le contexte où un contribuable serait dans une année d'imposition comprenant moins de 12 mois. Finalement, tel que déjà mentionné, la règle du demi-taux, normalement applicable aux acquisitions de biens amortissables, ne s'applique pas sur les acquisitions d'immobilisations admissibles. Regardons un exemple afin d'illustrer le fonctionnement de l'amortissement des immobilisations admissibles. Tout d'abord, nous sommes dans la situation où le contribuable opère des années d'imposition comprenant 12 mois. C'est donc dire qu'il n'y aura pas lieu d'appliquer la règle visant les exercices comprenant moins de 12 mois. Donc, présumons au 31 décembre 2000 WW un solde de MCIA de 25 000 $. L'année suivante, en 2000X, présumons l'acquisition au coût de 16 000 $ d'une immobilisation admissible. Dans quel cas, on doit capitaliser dans le compte MCIA 3/4 de 16 000, 12 000 $. En présumant qu'il s'agisse de la seule opération dans l'année 2000X, nous nous retrouvons avec un MCIA partiel au 31 décembre 2000X de 37 000 $. Donc, le taux d'amortissement de 7% s'applique sur 37 000 $, soit 2 590 $. J'attire votre attention sur le fait qu'il n'y a pas lieu d'appliquer la règle du demi-taux malgré l'acquisition survenue en 2000X, puisque cette règle du demi-taux ne s'applique pas dans le contexte des immobilisations admissibles. Transposons-nous en 2000Y, où il y a cette fois-ci disposition d'une immobilisation admissible pour un produit de disposition de 4 000 $. Ici, nous devons retrancher du compte MCIA 3/4 de 4 000 $, soit 3 000 $, ce qui amène le MCIA partiel en fin d'année 2000YY à 31 410. Encore une fois, ce montant permettra un amortissement au taux de 7% pour l'année 2000YY, soit 2199. Le fonctionnement de la perte finale déductible dans un contexte d'immobilisation admissible est relativement similaire au fonctionnement de la perte finale déductible sur les biens amortissables capitalisés dans les différents comptes de FNAC et traité dans une capsule vidéo distincte. Plus précisément,
La perte finale permet de prendre le solde partiel positif du compte MCIA à la fin d'une année donnée et de le voir être déductible en entier à titre de déduction pour l'année. Ce contexte en est un d'exception puisqu'il remplace la règle générale qui prévaut qu'un taux d'amortissement de 7% dégressif doit être pris à la fin de l'année sur le solde partiel de MCIA. Ce contexte d'application de la perte finale se présente lorsque 3 conditions sont rencontrées. D'une part, le contribuable a cessé l'exploitation de l'entreprise dans laquelle les immobilisations admissibles étaient utilisées. Donc, dit autrement, le contribuable se trouve dans un contexte de cessation d'exploitation d'entreprise et il met fin à ses activités dans lesquelles il utilisait les immobilisations admissibles capitalisées. Par ailleurs, le contribuable ne détient plus aucune immobilisation admissible, c'est donc dire qu'il a vendu la dernière au cours de l'année. Et finalement, à la fin de l'année d'imposition, le solde de MCIA demeure positif. Donc, tel que déjà mentionné, lorsque ces 3 conditions sont rencontrées, c'est l'entièreté du solde de MCIA qui est déductible pour le contribuable dans l'année. Poursuivons l'étude du présent sujet en isolant maintenant les situations où il y a imposition d'une récupération d'amortissement dans l'année ainsi que d'une portion de 50% du profit réalisé à la disposition d'une immobilisation admissible, le cas échéant. Le fonctionnement de la récupération d'amortissement imposée dans l'année fonctionne de façon quelque peu différente du fonctionnement de la récupération d'amortissement applicable sur les biens amortissables qui sont capitalisés dans les comptes de FNAC et qui ont été traités dans une capsule vidéo distincte. Plus précisément, dans le cas qui nous occupe, lorsqu'une immobilisation admissible est disposée, c'est un montant de 3/4 du produit de disposition qui doit être retranché du compte de MCIA, tel que déjà vu. Ainsi, cela fait en sorte que plus une immobilisation admissible est disposée pour un produit de disposition élevé, plus le solde de MCIA risque de devenir négatif d'un montant important. Cela s'explique par le fait que lorsqu'il y a disposition d'une immobilisation admissible, ce n'est pas le moindre du coût ou du produit de disposition qui doit être retranché, mais bien uniquement le produit de disposition, avec une fraction de 3/4. C'est donc dire que, de façon illimitée, un produit de disposition très élevé rendrait le compte de MCIA d'une valeur très négative en fin d'année. Peut-on établir que dans tous les cas, le solde négatif du MCIA correspond à de la récupération d'amortissement, ou dit autrement, correspond à de l'amortissement qui aurait été pris en trop durant la période de détention de l'immobilisation admissible? Assurément que non. Un solde négatif de MCIA à la fin de l'année peut s'expliquer de 2 façons. D'une part, effectivement, le fait qu'une immobilisation admissible ait été acquise, amortie et par la suite revendue pour un produit de disposition plus élevé que sa valeur non amortie justifie le fait de voir un contribuable s'imposer sur une récupération d'amortissement. Cependant, le solde négatif peut aussi s'expliquer en partie par le fait que l'immobilisation admissible disposée a été vendu pour un produit de disposition plus élevé que son coût d'acquisition. Ce profit, à la disposition, s'appelle dans d'autres contextes du gain en capital et est imposable à 50%. Ici, le législateur a fait le choix de voir la portion profit, imposée à 50%, être traitée comme du revenu d'entreprise, au même titre que la récupération d'amortissement. C'est donc dire qu'il n'y a jamais de gain en capital ou de perte en capital généré lors de la disposition d'une immobilisation admissible. C'est donc dire que lorsqu'une immobilisation admissible est disposée pour un produit de disposition plus élevé que son coût, le solde négatif obtenu à la fin de l'année dans le compte MCIA doit être scindé en 2 parties. D'une part, le total des amortissements pris sur cette immobilisation admissible durant sa période de détention doit être imposé à titre de récupération d'amortissement et aussi la différence entre le produit de disposition et le coût de l'immobilisation admissible, toujours dans une fraction de 50%, doit aussi être inclus dans le calcul du revenu d'entreprise. La particularité de ce traitement applicable au profit, c'est-à-dire de le voir dénaturé et être traité comme du revenu d'entreprise, peut amener un traitement non favorable pour certains contribuables.
À titre d'exemple, si un contribuable détient des pertes en capital net en banque et souhaite les déduire à l'encontre du profit réalisé lors de la vente d'une immobilisation admissible, l'application des pertes en capital net est impossible à l'encontre du revenu d'entreprise, puisque des pertes en capital net ne peuvent être déduites dans une année donnée seulement à l'encontre de gains en capital imposables. Pour cette raison, le législateur offre un choix à un contribuable qui le désire, de voir la portion du profit être imposée de façon plus régulière, c'est-à-dire à titre de gain en capital imposable. Notez que le contribuable doit faire le choix d'appliquer ce traitement. Le traitement par défaut, quant à lui, est de voir le profit réalisé lors de la disposition être traité comme du revenu d'entreprise. Regardons un exemple afin d'illustrer cette situation. Prenons l'exemple d'un solde MCIA qui débute avec un solde de 0 en date du 31 août 2000XX, pour lequel s'ensuit un exercice écourté de 4 mois, qui se terminera au 31 décembre 2000XX. Durant cet exercice, le contribuable fait l'acquisition d'une immobilisation admissible au coût de 40 000 $, donc capitalise dans le compte MCIA 3/4 de 40 000 $. Au 31 décembre 2000X, on obtient un MCIA partiel de 30 000 $ qui est amortissable en vertu des règles usuelles d'amortissement applicables aux immobilisations admissibles, c'est-à-dire un taux d'amortissement dégressif de 7 % applicable sur le MCIA partiel de 30 000 $ à laquelle on applique une fraction de 4/12 pour tenir compte de la règle applicable aux années d'imposition comprenant moins de 12 mois. J'attire votre attention sur le fait que la règle du demi-taux applicable aux acquisitions ne s'applique pas dans un contexte d'immobilisation admissible. C'est donc dire que le montant maximum d'amortissement pour cette première année est de 700 $. Le MCIA de fin d'année chute donc à 29 300 $. L'année suivante, cette même immobilisation admissible qui avait été acquise au coût de 40 000 $ est maintenant disposée pour un produit de disposition de 100 000 $. Il faut donc retrancher du compte MCIA 3/4 de cette valeur, c'est-à-dire 75 000 $, ce qui amène le MCIA partiel à la fin de l'année 2000YY négatif de 45 700 $. Puisque l'unique condition d'application de la récupération d'amortissement est rencontrée, à savoir un solde négatif de MCIA partiel à la fin de l'année, il y aura lieu d'imposer à ce contribuable une récupération d'amortissement et potentiellement aussi une inclusion relative au profit réalisé lors de la disposition de l'immobilisation admissible. Ainsi, premièrement, puisque l'immobilisation admissible a été revendue pour un produit de disposition plus élevé que son coût, l'entièreté des déductions pour amortissement prises par le contribuable sur cette immobilisation admissible, et ce durant toute sa période de détention, dans ce cas-ci une année, doit être imposée à titre de récupération d'amortissement, soit un montant de 700 $. La deuxième inclusion qui a lieu dans le calcul du revenu d'entreprise est celle concernant le profit réalisé sur cette disposition. Donc, puisque l'immobilisation admissible avait été acquise 40 000 $ et qu'elle est revendue pour un montant de 100 000 $, c'est donc un profit réalisé de 60 000 $ qui doit être imposé dans une fraction de 50 %, c'est-à-dire 30 000 $ imposés dans le revenu d'entreprise. Conséquemment, vous remarquez qu'en vertu de la règle usuelle, il n'y a aucun calcul de gain capital qui est déclenché dans un contexte de vente d'immobilisation admissible, même s'il y a eu un profit. Le profit, calculé de la même façon qu'un gain capital imposable, est plutôt traité comme étant du revenu d'entreprise. Tel qu'indiqué, il serait possible pour ce contribuable, s'il en voit un avantage, de faire un choix et de demander que le 30 000 $ de profit réalisé à la disposition, à 50 %, soit plutôt traité comme étant du gain en capital imposable au lieu d'être traité comme étant du revenu d'entreprise.